Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Vous êtes sur Métropole, restez-y, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à la rubrique Le Point. Ce matin, pour commenter l'actualité, nous avons le plaisir d'accueillir Ginette Chérubin, architecte de formation, ancienne conseillère électorale et femme politique. Ginette Chérubin, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour, monsieur Alain, et bonjour à toute l'équipe de Métropole. Et je salue également tous ceux qui nous rencontrent, tous ceux et celles qui nous écoutent actuellement. Et vous m'avez présenté comme une femme politique. Oui. J'espère que je pense que je serais un peu médiocre à mon goût si j'étais vraiment une femme politique, parce que je serais beaucoup plus endoctrinée, je maîtriserais beaucoup mieux certaines doctrines politiques. Je suis une citoyenne engagée. Oui, une militante citoyenne si vous voulez, parce que je suis très concernée par ce qui se passe dans le pays. Et en tant que personne et en tant qu'haïtienne et aussi en tant que professeure d'université, je réfléchis sur les problèmes et je donne mon opinion, quoi. J'apporte ma petite contribution à la réflexion. En effet, vous êtes avec nous ce matin pour commenter, et je dis l'actualité, mais l'actualité, ça n'évolue pas. Novembre 2019 ressemble trait pour trait à novembre 2018, avec un président de la République qui n'a pas pu se rendre à Vertières pour la deuxième année consécutive, 216e anniversaire de la bataille de Vertières, commémoré, célébré, sinon sur fond de mobilisation antigouvernementale. Donc, on fait du surplace. Et le président, hier, il a lancé un nouvel appel à l'unité entre toutes les forces vives de la nation. Est-ce que cet appel est bien tombé dans l'oreille de Ginette Chérubin, la citoyenne engagée? Alors, ce que je dirais, c'est que vous avez dit que nous faisons du surplace. Dans un certain sens, effectivement, on pourrait parler de surplace parce que la réponse du gouvernement, du président du gouvernement n'est pas celle qu'on attend à entendre et à lire les prises de position par rapport au gouvernement actuel. Mais je pense que quand même, il y a une maturation, une conscientisation qui continue à évoluer. Donc, pour ma part, même si effectivement le pays est loc, comme on dit, rien ne marche, tout est stagnant, tout est en berne, mais il y a dans les esprits un travail qui se fait. Et je pense que les plus tièdes, cette fameuse majorité qu'on appelle silencieuse, une bonne frange de la classe moyenne surtout qui ne s'est jamais engagée, je pense qu'elle-même aussi, elle commence à être sensibilisée par les problèmes réels du pays. Ce qui fait que pour moi, c'est vrai qu'on peut parler de surplace dans un sens, mais dans un autre sens, comme je vous dis, la marche vers une Haïti plus prospère. Est-ce que c'est trop ambitieux? Mais quand même une Haïti qui soit à la hauteur des défis et aussi à la hauteur de son passé. Je pense que cette marche continue. Donc vous y croyez quand il y a un président de la République qui n'arrive pas à délivrer la marchandise, une opposition, je dirais, presque en lambeaux qui n'arrive pas à s'entendre pour proposer quelque chose de fort au pays, quelque chose de grand, une seule vision. Donc, vous croyez qu'il y a, pour vous répéter, une maturation, une marche? Je suis certaine. Et cette marche, ni le président de la République, ni l'opposition ne peut rien contre. Parce que ce pays est arrivé à un point où tous les indicateurs sont au rouge, où tous les seuils sont franchis. Voilà pourquoi nous sommes à l'éclatement actuel. Oui, et nous sommes là encore à réclamer une transition, comme c'était le cas en 2004, comme c'était le cas bien avant. Nous sommes là encore à demander un juge à la Cour de cassation pour nous diriger. Et on a fait des expériences pareilles. On n'avance pas, c'est un fait. Ah non, là, je ne suis pas d'accord du tout. J'ai une autre lecture, mais avant de vous répondre, parce que vous touchez plusieurs points à la fois, je dirais que moi, j'ai aussi une autre lecture par rapport à ce que vous venez de dire de l'opposition.
Vous dites une opposition en lambeaux. Est-ce que vous vous rappelez du nombre de partis politiques qu'on avait lors des dernières élections? Attendons les élections. Non, je veux dire qu'on n'entend plus parler de 100 et piques partis politiques. L'opposition qui s'affirme maintenant, elle est bien plus réduite. Je ne peux pas compter le nombre de partis politiques, mais ce qui va encore dans le sens que je dis, c'est que c'est la première fois, à mon sens, que la classe politique arrive à s'asseoir ensemble, en dehors d'un appel de la présidence, parce que Préval, par exemple, en plusieurs fois, il a eu à faire un appel à l'unité et à essayer de rallier les partis. Mais je pense que là, eux-mêmes, ils ont pris sur eux d'établir une table de concertation. Et ils se sont réunis, même s'il y a 3 courants, 4 courants peut-être, si on parle de l'alternative consensuelle, du forum de Papaye, de Marché Contré. Il y a un autre groupe avec Victor Benoît et Clarence Renoir. Je ne retiens pas trop le nom, parce que c'est assez nouveau, mais disons qu'il y aurait peut-être 4 courants. Le forum démocratique. Oui, je crois. Alors, il y aurait peut-être 4 courants. Mais tous ces courants se sont assis à une table. Moi, je les ai vus à Marriott. Et Marriott, ce n'était pas un événement isolé. Parce que là, c'est aussi un travail qui s'est fait progressivement. Parce qu'ils étaient chacun de leur côté. Et finalement, d'eux-mêmes, ils ont décidé de s'asseoir ensemble. Pour moi, ce n'est vraiment pas une position en lambeaux. Et je pense que ça, c'est un point positif. Que finalement, ils ont compris qu'il fallait se mettre ensemble et réfléchir ensemble. C'est certain qu'ils ont des points divergents. Ce n'est pas l'homogénéité qui fait la démocratie. Et la démocratie est en santé quand il y a débat, contradictoire. Mais cependant, ils ont pu identifier leur communauté d'intérêt dans le sens du pays et ils se sont rencontrés. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Et Madame Chérubin, convenez-en avec nous qu'il n'y a pas de débat. Il y a plutôt une tendance à la pensée unique. La pensée unique? Qu'est-ce que vous entendez par pensée unique? Bon, oui. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts communs, c'est que le pays est en lambeaux, c'est que les gens ont faim, c'est que l'exclusion a trop duré depuis la fondation même de la nation. C'est pas une pensée unique, ça. C'est une réalité et un combat juste pour les droits. Alors, je parle d'une volonté d'instituer dans le pays une pensée unique. Je ne vois pas en quoi. Si vous avez des arguments... Oui, j'ai des arguments. Par exemple, aujourd'hui, l'opposition n'accepte pas que quelqu'un vienne lui dire que le président de la République ne doit pas partir, voilà pourquoi. Vous avez été dans les rues et vous êtes dans les rues depuis très longtemps, vous n'avez pas les moyens de votre politique, nous parlons de tous les opposants, ils ne veulent pas entendre cette réalité, ce fait. Et le président de son côté ne veut pas admettre qu'il ne dirige rien. Donc, voyez-vous, donc d'un côté comme de l'autre, et nous sommes dans une espèce de manichéisme. C'est-à-dire, le débat n'est pas engagé véritablement sur les sujets de fond. Et moi, je vois que l'opposition parle des sujets de fond, y compris le président de la République, sauf que en plusieurs fois, il a dit qu'il s'engagerait aussi. Ils vont dans le même sens. Le président dénonce quoi? Le système. Sauf que lui, à sa place, il ne peut pas dénoncer. Mais ils disent la même chose. J'ai souvent entendu parler de cette pensée unique. Moi, je ne pense pas qu'il y a une pensée unique. Il y a une convergence des volontés pour que ce pays change. Maintenant, il y a des gens qui parlent sans rien faire. Il y en a d'autres qui agissent. Et maintenant, par exemple, si vous parlez de l'opposition, peut-être qu'ils n'ont pas le moyen de leur politique, je ne sais pas, mais ça ne vient pas seul. On crée le moyen de sa politique aussi. Et je vous disais justement qu'un de ces moyens, c'est de se concerter sur les choses essentielles. Et moi, je pense que c'est ce qui se fait. Si vous appelez ça une pensée unique, alors c'est une bonne chose, la pensée unique. Parce que c'est vraiment aller au fond des problèmes et se dire qu'il faut les gérer désormais, qu'il faut une prise en charge de soi-même, de nous en tant que peuple. Eh bien, je pense que ce serait une bonne chose. Parce que je ne vois pas que là, il y a une idéologie qui s'impose. Je ne le sens pas. D'ailleurs, l'opposition est plurielle, disons. Bon, il y en a qui sont plus de gauche, il y en a qui sont plus de centre, donc je ne vois pas de pensée unique. Je dirais, l'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport à un autre point que vous avez soulevé. Non, voilà ce que je voulais dire. C'est qu'en dehors du fait que les partis tendent à établir une table de concertation, il y a l'initiative de la passerelle qui vient de la société civile. Et donc, pour la première fois, je pense, peut-être après 86, il y a eu aussi cette tendance-là. Mais non, je me rappelle de la convergence démocratique après 86, mais il n'y a jamais eu cette table où se sont assis, se sont mis ensemble les partis politiques, les représentants de la société civile, une partie de l'élite économique qu'on condamne tout le temps parce qu'elle ne se mêle pas des affaires du pays. Ce qui l'intéresse, c'est
c'est juste continuer à s'enrichir et puis avoir des biens à l'étranger. C'est ce qu'on reproche toujours aux élites politiques. Bon, moi, je les ai vus sur une même table à discuter des problèmes du pays. Maintenant, il y a des gens, hier, je parlais à quelqu'un qui a eu à me dire, écoutez, dès qu'il y aura les élections, vous allez voir, ils vont s'entre-déchirer. Ah, oui. Mais les élections sont faites pour ça. C'est une compétition politique, que chacun vienne avec son projet et dise, voilà ce que moi et comment je pense le faire pour le pays. Une centaine de candidats à la présidence. Justement, je vous dis que pour ma part, on n'entend même pas parler des autres, parce que ce sont des partis politiques qui naissent avec le besoin de prendre le pouvoir. Ce sont des faux partis politiques. Je pense que ceux qui sont là sur le terrain, qu'il s'agisse par exemple de la fusion, qu'il s'agisse de Famille Lavalas, qu'il s'agisse de, aidez-moi, ces partis politiques-là. L'OPL, pardon, une omission qui serait vraiment... En tout cas, et ces partis politiques, ce sont des partis politiques qui ont une existence depuis quelque temps sur le pays, un ensemble d'adhérents, une praxis. Ce sont des partis politiques qui ont déjà et largement explicité leur idéologie et tout. On peut ne pas être d'accord avec eux, mais c'est pas tout ce qu'on a vu à la veille des élections qui poussent comme des champignons. Mais ils ont dû se taire. Ne vous inquiétez pas, il faut sans doute reparaître encore lors des prochaines élections. Mais là, on parle quand même de partis, vous êtes d'accord avec moi. Ceux qui sont là maintenant, ce sont des partis qui existent depuis longtemps et qui sont, je pense, de vrais partis. Donc là, se mettre à une même table, vous ne trouvez pas que c'est un pas en avance et s'asseoir avec le secteur privé, enfin une partie de l'élite politique, la classe moyenne représentée, enfin la classe des professionnels et tout ça représentée dans la société civile? Oui, moi, je pense que c'est énorme. Oui, c'est un pas. C'est un très bon pas. Mais on s'attendait hier, 18 novembre, à un second pas, sinon à un deuxième pas, parce qu'il y a plusieurs autres pas à faire, qui n'a pas été franchi. Écoutez, je pense que moi, on s'attendait à avoir le nom du juge qui éventuellement remplacera le président de la République. On n'a toujours rien. On s'attendait à avoir le nom du Premier ministre. On ne l'a pas. Maintenant, est-ce que c'est pas, pour répéter un conseiller du président de la République, un non-entente, qu'il n'y a pas d'entente du tout? Vous parliez de manichéisme, hein? Oui. Mais c'est ce que vous faites là. Non, je pose des questions pour tout le monde. Ce que je veux dire, ce que je pense, c'est que la politique, même si je ne suis pas une femme politique, j'ai quand même un certain âge, pas encore un âge certain, un certain âge, et j'ai observé pendant longtemps. Effectivement, j'ai été ministre à la condition féminine, je suis passée aussi au conseil électoral, ce qui fait que j'ai quand même un petit bagage politique, même si je ne suis pas une femme politique. Ouais. Et j'ai fini par comprendre que la politique, c'est pas un jeu, hein. C'est pas une partie de poker, c'est pas je veux ça, je veux que ça arrive aujourd'hui, et ça se passe comme ça. Non, parce que quand le combat politique se mène toujours en face d'un autre groupe ou en face de quelqu'un d'autre. Donc, et les données ne sont pas écrites une fois pour toutes. La politique évolue au fur et à mesure. J'avais entendu aussi comme vous que le 18 novembre, on aurait eu la liste des noms, nom du président, peut-être même du Premier ministre et tout. Je me suis rendu compte, comme vous, que ceci ne s'est pas réalisé, quoi. Mais ceci ne suffit pas pour que je dise que tout est fini et l'opposition et la société civile qui se sont mis ensemble, ils ont échoué. Non, je pense que il y a des donnes qui peut-être nous échappent parce que la politique, elle est dynamique. Donc, quand ce qu'on croit peut-être un échec et peut-être un retrait volontaire pour avancer davantage. Donc, moi, je n'ai pas encore suffisamment d'éléments pour dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis, simplement parce que ils ne se sont pas pris au sérieux ou ils ne se sont pas entendus. Je n'ai pas encore d'opinion sur ceci. Mais dans ce contexte, il faut un certain recul. C'est dommage. Bon, on n'a pas eu les résultats. Ils diront aussi que c'est dommage que le chef d'État n'est pas encore parti, et ainsi de suite. Donc, on attend. Et je pense que simplement que le combat continue et toujours vers une Haïti apaisée. On espère à un certain moment, de façon à ce que ce pays puisse enfin trouver sa voie, quoi. Et comme je le disais, être à la hauteur de son passé et des défis actuels. Revenons maintenant sur la question que je vous ai posée en préambule. Le discours du président de la République hier au Palais National, le président qui ne s'est pas rendu avertir pour la deuxième année consécutive, mais quand même au Palais National. Il a appelé à l'unité, il a tiré à boulet rouge sur le système qu'il qualifie de système pesé-soucé, système inégalitaire. Donc comment vous appréciez le discours du président de la République aujourd'hui?
Je dois dire que je n'ai pas été très attentive au discours. Et bon, quelques bribes me sont parvenues, mais je pense que le président se répète et qu'il n'avance pas. Il a fait un appel à l'unité. Ça n'a pas été le premier président à faire appel à l'unité. On en a vu d'autres. Et je pense que plusieurs fois, les partis politiques ont accepté de s'asseoir avec le président de la République pour trouver une solution, y compris avec M. Jovenel Moïse à un moment donné. Mais là, je pense qu'il y a des seuils qui sont franchis. Et pour ma part, l'opposition s'est radicalisée, autant que le président aussi se radicalise. Je doute fort que l'opposition puisse faire marche arrière, d'autant plus que contrairement à ce qu'on dit, pour moi, la crise n'est pas la crise de l'opposition. L'opposition n'a pas créé de crise. Donc, pas la peine de développer, vous êtes d'accord? Oui, il suffit de voir les chiffres, il suffit de voir la quantité de gens qui crèvent, il suffit de voir l'ampleur de la corruption et l'arrogance avec laquelle la corruption s'étale maintenant pour comprendre que vraiment, tout le monde en a assez. Donc, ceci dit, la crise n'est pas une crise créée par l'opposition. Les gens qui sont dans les rues, moi je suis très fâchée d'ailleurs quand on dit que ces gens prennent les rues parce qu'ils sont payés. Alors je me dis définitivement, on prend les Haïtiens pour des inhumains, des bêtes. Parce que comment voulez-vous? Je donne toujours ce témoignage d'un jeune qui a eu à dire, j'ai 40 ans. Famille me voit l'école, lui fait effort, voit l'université. J'ai 40 ans, pas que je travaille, non? C'est temps pour me tenir bon moi. J'ai 40 ans. Beaucoup jamais une possibilité pour m'acheter un slip 9 mètres sous moi. Mon Dieu, je trouve ça tellement poignant de le dire. Et il n'est pas le seul dans le cas. Il est peut-être le porte-parole de milliers d'autres. Donc, comment voulez-vous que l'Haïtien, à ce stade, ait besoin qu'on lui paie pour sortir? Mais vous nous prenez pour ceux qui le disent, nous prennent pour des sous-hommes, des sous-femmes, des sous-hommes, des sous-êtres humains. Donc, je pense que c'est légitime, ce qui fait que l'opposition, dans mon avis, elle ne peut pas tout maîtriser. La cause est hors d'elle, quelque part. Elle peut, en tant que groupe politique, peut-être qu'eux, ils ont compris que c'était le moment aussi de s'afficher ainsi. Donc, l'opposition n'est pas maître de la crise. On ne peut pas demander à l'opposition, écoutez, et là, maintenant, vous allez vous asseoir avec le chef d'État. Quelque part, la population attend aussi que l'opposition avance, que l'opposition l'aide à changer les choses. Donc, à mon avis, je répète, l'opposition, par rapport à la force de cette crise et par rapport à sa radicalisation, je pense qu'elle pourrait difficilement reculer et dire maintenant qu'elle va s'asseoir avec le chef d'État. Donc, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile, je ne pense pas que ce sera faisable. Mais est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, un dernier dialogue, sinon ne serait-ce qu'un dernier dialogue, s'impose entre l'opposition et le président de la République? Le président de la République n'arrive toujours pas à diriger, le président donne l'impression, je dirais même la certitude, pourquoi pas, qu'il est limité dans ses mouvements. L'opposition n'a pas les moyens de sa politique parce que Mais excusez-moi, est-ce que vous pensez que le président est limité dans ses mouvements à cause de l'opposition, simplement? Non, pas seulement. Donc, à quoi le dialogue a mené? Mais je pense qu'il faut surtout avoir la capacité de faire les choses. Non, mais jusqu'à présent, le président ne démissionne pas. Et c'est ce que veut l'opposition. Et là, on a comme l'impression que le mouvement s'est essoufflé. Je ne pense pas que c'est ce que veut l'opposition, parce que vous et moi, nous avons vu le nombre de prises de position à travers toute la société haïtienne à dire que, monsieur le président, vous ne pouvez pas. C'est pas pourquoi vous dites l'opposition. Il y a une focalisation. Oui, mais toute la société n'est pas dans les rues. Écoutez, il y a quand même une majorité à travers tout le territoire national. Je n'ai pas compté, mais il y a une majorité de gens dans les rues. Et pour la première fois, tous les secteurs ont signé. Je me rappelle qu'à la veille du départ de Jean-Claude Duvalier, quand l'ADI a finalement pris position, il y avait un étonnement extraordinaire, parce que ça avait tellement traîné, ces gens ne s'étaient jamais positionnés. Mais là, vous voyez, depuis quand tous les secteurs, y compris les secteurs de l'industrie privée, etc., ils ont pris position, une position écrite. L'université, les professionnels, mais c'est la première fois que, en tout cas de ma vie, consciente, lucide de citoyenne, que j'assiste à cela. Je ne vois pas pourquoi on se focalise sur l'opposition, comme si dans son laboratoire, l'opposition aurait fomenté une crise. Bon, je ne comprends pas cette approche-là du tout. Le pays est dans les rues. Qui trouverait de l'argent pour mettre tout ce monde dans les rues, à Port-au-Prince?
C'est à travers le pays qu'il y a des manifestations. Moi, c'est ce que je vous entends dire dans vos nouvelles. Oui, voilà ce mais que je pas veux dire. Le pays n'est pas dans les rues. Mais mon Dieu, écoutez, si vous prenez tous les départements, vous n'allez pas voir les bébés dans les rues, ni les vieillards dans les rues. Mais il y a une majorité, je pense, quand on regarde les foules, pas hier. Par exemple, hier, il n'y a pas eu beaucoup de gens. Mais si vous vous référez à novembre dernier, si vous vous référez au 6-7 juillet, si vous vous référez... Il y a des dates où vraiment on a vu les gens sortir. Et ceux qui ne sont pas dans les rues, ils disent la même chose. Enfin, pas tous, oui, c'est vrai, mais puisque la majorité des secteurs ont pris position, ça veut dire quand même que même s'ils ne sont pas dans les rues, ils sont du même côté. Donc, ils demandent quoi? Je ne pense pas qu'il y ait une haine contre M. Moïse. Moi, je ne le connais pas. Quand je l'ai vu, j'ai même écrit un texte pour dire qu'on m'a volé un rêve, parce que bon, j'ai vu que le président était jeune, qu'il avait de l'énergie et qu'il avait un discours, je pense, assez, comment je pourrais dire, assez inspirant, assez mobilisateur. Donc, pour moi, personnellement, je n'ai rien contre ce monsieur-là, mais il est le fait que le pays n'est pas dirigé, vous l'avez dit. Donc, on est en train de lui dire qu'il n'est pas capable de faire ce travail. Bon, admettons qu'il y aurait un dialogue. Mais d'après vous, ça mènera à quoi? Ça mènera à quoi? Parce qu'il faut avoir quand même la capacité de changer les choses, de répondre à tout ce qui se demande de les revendications. Mais nous présentons les opposants comme des leaders. On présente le président de la République comme un leader. Ce sont les leaders qui doivent donner le ton au peuple. Par exemple, si le pays voit que il y a une cohabitation entre le président de la République et l'opposition radicale, on est presque sûr que le pays va l'accepter. Non, mais on dit des choses contradictoires, parce que tout le temps on raconte qu'il n'y a pas de leader, il y a une crise de leadership. Maintenant, vous me parlez de leader. Non, mais on les appelle vulgairement de leader. Le leader de... Mais on n'est pas dans le vulgaire, là. Si nous faisons une émission, il faut que l'émission ait aussi un certain caractère pédagogique. Donc, bref, de toute façon, ce que je veux dire, mon avis, c'est que même si l'opposition accepterait de se mettre avec le président, je ne suis pas sûr que ceci atténuerait les causes profondes de la crise. C'est une crise qui date de 1804, de la fondation de ce pays, où la majorité de ceux qu'on appelle les va-nu-pieds et qui ont participé à la grande révolution, aux grandes luttes libératrices, ces gens-là ont été carrément laissés pour compte après 1804. D'ailleurs, l'expression « le monde en dehors dit tout ». Donc, ça commence par... cette crise a ses racines d'abord dans l'exclusion. Cette crise a aussi notre origine dans toutes les opportunités que nous avons ratées d'avancer, de construire ce pays. Et si on va pour faire une histoire courte, si nous nous référons à 2010, ce pays a été totalement effondré et où le monde entier est accouru à l'aide d'Haïti. On a eu des opportunités. On a eu l'argent reçu et géré par le CIRH. Qu'en a-t-on fait? On a eu l'argent de Petro-Caribé. Qu'en a-t-on fait? C'est que cette crise, elle part, comme je te dis, de l'origine de la construction de cette nation, de notre parcours de peuple, les luttes intestines et tout ça. Mais elle arrive là à l'éclatement, la crise se manifeste vraiment sous la forme que nous voyons aujourd'hui, parce qu'il y a eu ces dernières gouttes d'eau. Après 2010, avec l'argent qu'on a reçu, on a craché sur la détresse du peuple. Et l'argent, les fonds Petro-Caribé ont été dilapidés. Et depuis 2010, que voit-on? C'est que, comme je vous dis, la corruption s'affiche avec arrogance. Je ne dirais pas que c'est seulement le pouvoir de 2010 et sa suite, celui que nous avons actuellement, qui ont tout causé. Mais je pense qu'ils ont largement contribué à ce que les choses s'effondrent totalement. Écoutez, déjà, si on se réclame comme bandit illégal, c'est de dire qu'on avalise la corruption. C'était même pas la peine de le dire. Donc, ce que je vous dis, c'est que la corruption s'affiche avec de plus en plus d'arrogance et toutes les ressources que nous avons reçues pour pouvoir reconstruire, on les a gaspillées, on les a mis dans des poches, ils ont été dans des poches, elles ont été dans des poches. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Ce qui fait que cette crise-là, qui est si profonde et qui date de l'origine même de la nation, avec ce grand fossé d'inégalité qui est créé, je ne pense pas que l'opposition soit à même de l'atténuer, de la faire cesser. Non, je ne pense pas. Et que l'opposition prenne les micros, que l'opposition avec le chef d'État, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui se passe dans ce pays. Définitivement, comme dit M. Friedjean, mon ami, et l'économie de rente
ne tient plus. Et même le capitalisme est critiqué à travers le monde. Regardez ce qui se passe à travers le monde maintenant. C'est justement le fossé créé par l'impérialisme, le néolibéralisme qu'on critique. C'est pas Haïti seulement. Il y a un courant dans le monde entier où les gens se révoltent contre la pauvreté, contre les inégalités, contre le non-respect des droits, pour la justice sociale. Haïti n'est pas le seul pays à le dire. Madame Chérubin, écoutez. On est à la recherche de notre monde, de notre humanisme. Tout le monde est d'accord qu'il y a une crise structurelle dans le pays. On est d'accord sur non, ce c'est fait. bien le mot, c'est une crise structurelle. Donc il y a certains qui vont jusqu'à dire que Haïti en soi c'est une crise. On comprend tout ça. Mais aujourd'hui nous avons... Donc vous comprenez que l'opposition ne peut rien faire contre ça. Je comprends. Ni son dialogue avec le chef d'État. Non, écoutez, on a une crise structurelle, on a aussi une crise conjoncturelle à résoudre. Si on ne résout pas la crise conjoncturelle, il nous sera toujours impossible de résoudre la crise structurelle. Maintenant... Alors je ne pense pas. On a déjà suffisamment patché en réduisant les crises conjoncturelles. Je ne demande pas de patcher, mais quand même... C'est ce qu'on fait quand on résout... Mais quand même, pour résoudre la crise... Quand on va aux épiphénomènes et qu'on laisse l'essentiel, on recommence. Non, mais on doit toujours considérer les épiphénomènes aussi, Madame Chérubin. Oui, mais je vous dis... On ne doit pas les écarter totalement. C'est certain, mais je vais vous dire que la crise structurelle couvrira toujours. Et ça va éclater dans un moment un peu plus loin, quoi. Oui. Donc c'est ce qu'il faut résoudre. Oui, c'est ce que je pense. Par exemple, ok, un bon exemple très clair. Si j'ai besoin de sortir pour m'aller à Pétionville, porte la fermée. D'abord, il faut me ouvrir porte là. Eh bien, sinon, je ne peux pas Pétionville. Non, mais si vous ouvrez porte là, et que vous n'avez pas conduit pour arriver à Pétionville, la porte là, mais vous ouvrez tout le temps pour arriver à Pétionville. Écoutez, monsieur... Je ne dis qu'on ne vient pas, mais toujours est-il que faut porte là l'ouvrir. Le porte là, m'a commencé mon début de solution pour me joindre parcours pour mal Pétionville là. Ça c'est un fait. Je pense que la porte doit être ouverte, mais surtout dans ma tête, je dois savoir ce que je veux et où je vais. La porte aura beau être ouverte, je n'irai nulle part. Pour la crise structurelle, que proposez-vous? Pour résorber la crise conjoncturelle, que proposez-vous? La crise conjoncturelle. Bon, moi, je pense que cette espèce de concertation qui s'est initiée entre l'opposition et d'autres acteurs de la société civile, elle doit elle-même continuer à se consolider et qu'ils doivent se mettre tous à l'écoute aussi de la population qui revendique ses droits et qu'au-delà, ils puissent vraiment aller vers une transition réelle. Ils appellent ça une transition refondatrice et de rupture. C'est cette affaire d'aller vers Pétionville. Je pense qu'ils ne doivent pas trahir sur ceci, qu'ils continuent à s'engager pour qu'on arrive à cela. C'est ce que je pense. Donc, qu'entendez-vous par transition réelle? Vous avez souvent entendu parler d'une feuille de route. Parce que d'après ce qui se débat maintenant, c'est qu'il faudrait une structure de transition qui respecte justement une feuille de route tenant compte des problèmes structurels et qui ne les résoudra pas, mais qui trace déjà la voie, qui initie déjà un ensemble de dispositions qui puissent effectivement mener vers une transition réelle, vers une rupture réelle par rapport au statu quo qui n'est plus supportable. Ce statu quo avec les inégalités, la corruption, il faut que ceci cesse. Le manque de justice sociale, le manque de justice tout court, l'impunité, il faut que ceci cesse. Donc il faut que déjà la feuille de route annonce ce qui va se passer. Cette transition doit effectivement préparer les bases de sorte que le gouvernement élu qui suivra, l'exécutif, le président, etc., puisse trouver effectivement de réelles bases. Et ceci doit se faire aussi dans les esprits. Voilà ce que je pense qu'il doit se faire là maintenant. C'est cette concertation, mais une concertation vers une transition sérieuse. Donc vous vous retrouvez dans l'entente politique de Mariotte, à savoir se tourner vers la Cour de cassation pour choisir l'éventuel remplaçant du président de la République. Je n'aurai pas d'avis sur cela parce que c'est peut-être pas la seule solution. Mais ce qui est important, c'est que même il ne se partent pas. Ils ne continuent pas, je ne vais pas dire qu'ils ne continuent pas puisqu'ils ont trouvé une entente, que ça ne recommence pas. Cette lutte de savoir qui on va choisir, comment on va choisir, je pense que c'est déjà un premier pas de trouver un consensus sur cela. Et il faut que ce consensus continue pour qu'on aille effectivement vers une transition de rupture, comme ils le disent.
Parce que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions. Haïti ne peut pas continuer à vivre dans ces conditions-là. Et vous savez quel rang on occupe dans tout ce qui s'appelle indicateur de pauvreté, d'inflation, etc. C'est pas possible. Le pays mérite mieux. Et le pays doit être à la hauteur de son histoire. Je pense que cette génération a une mission cruciale. Justement, cette mission de commencer la rupture avec le statu quo vers une Haïti, une renaissance, comme on le dit souvent. Nous allons marquer la pause, mais au retour, on va parler aussi de la communauté internationale qui est un acteur non négligeable aujourd'hui. Quel devrait être l'apport de la communauté internationale dans la recherche d'une solution à la crise? Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Restez branchés. On revient après la pause. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invitée, Ginette Chérubin, citoyenne engagée. Je vous ai bien présenté maintenant. C'est exact, oui. Oui. Et Madame Chérubin, juste avant la pause, on parlait de la communauté internationale, son poids dans le jeu politique haïtien. Parce que des deux côtés, les acteurs ont opté pour la radicalisation, pour vous répéter. Les actions du président de la République se sont radicalisées. Les actions de l'opposition se sont radicalisées. Est-ce que là, et l'opposition et le président, sinon, et l'administration Jovenel Moïse, ne sont pas en train de travailler de concert, involontairement, inconsciemment, pour l'arrivée d'une nouvelle occupation étrangère en Haïti? Je ne dirais pas parce que, comme je vous ai dit, d'après ma lecture, quand même, en dépit de l'apparente stagnation, je pense qu'il y a un travail qui se fait, comme je vous dis, dans les consciences. Et je sens que pour la première fois, l'opposition essaie de se concerter avec la société civile et tout. Donc, je ne veux pas dire qu'il joue pour une occupation, même inconsciemment, comme vous venez de le dire. Écoutez, chaque lutte demande un cheminement. Il y a des combats qui sont faciles à mener, il y en a d'autres qui sont difficiles à mener. Donc, nous en sommes là. Je pense que c'est un combat difficile parce que quand on parle de changement de statu quo, et il y a beaucoup de gens qui ont peur effectivement de ce qui va arriver après. Vous avez souvent entendu la question, mais si Jovenel Moïse s'en va, qu'est-ce qui va se passer après? Donc il y a des angoisses, ensuite il y a des réticences, il y a les conservateurs, il y a les réactionnaires et tout qui ne veulent pas du changement. Parce que moi je suis pour le changement, je n'ai rien avec quiconque, mais je suis pour le changement. Je suis une Haïtienne qui ne peut plus tolérer les conditions dans lesquelles ce pays évolue et surtout, je ne peux pas vivre cette honte pendant mon passage sur cette terre. Donc, le combat est difficile. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait chercher l'occupation étrangère ou pourquoi les étrangers devraient se dire qu'il faut occuper Haïti. Nous avons été occupés déjà par les Américains. 15 ans à peu près, je pense. Donc, qu'est-ce que ça a donné finalement? Imaginez-vous. Après cette occupation, nous sommes un pays voisin des États-Unis. Haïti ne vit pas en autarcie. Haïti est qualifié de menace pour la région. Et cette lutte qu'il y a entre frères ennemis, ne peut pas durer longtemps. Parce qu'on a fait l'expérience... Mais moi, je ne suis pas d'accord du tout. Les luttes sont des luttes. Il suffit de savoir ce qu'on cherche, ce vers quoi on veut aller, comme l'exemple qu'on a pris pour Pétionville. Écoutez, comment on peut être une menace pour la région alors qu'on essaie de prôner la justice sociale dans un pays, alors qu'on essaie de dire que les richesses doivent mieux se partager? Comment peut-on être une menace pour la région? Oui, mais Haïti est signataire de certaines conventions. Les conventions n'ont jamais dit qu'il le fait. Les conventions nous condamnent donc à la pauvreté? Je ne comprends pas ce que vous dites. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas passer tout notre temps à lutter interminablement, d'une manière interminable. Il faut qu'il y ait un temps où l'on arrive à s'asseoir pour trouver une solution, pour n'être plus une menace pour la région. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui, Madame Chérubin. On ne doit pas perdre de vue cette réalité.
La réalité est que Haïti a signé des conventions pour la paix au sein même d'Haïti, pour que Haïti ne soit pas une menace pour la République dominicaine qui est plus près de nous. Bon, mon Dieu, là, Il y a tout ça aussi qu'il faut considérer. Là, je suis perdue parce que j'estime qu'il y a des concepts qu'on banalise et qu'on galvaude. La paix, l'union. Mais on ne peut pas être la paix au prix d'être des zombies. C'est pas possible. Moi, c'est pas que je ne veux pas la paix. Je vous ai parlé de pays apaisés. Il faut y arriver. Mais écoutez, à quel prix? On ne peut pas me dire de me taire alors qu'au fond de moi, soit je souffre, soit je sais qu'on m'exploite à outrance. Ça ne peut pas aller au-delà. Il n'y a aucune convention qui demande d'accepter une exploitation extrême, d'accepter la pauvreté. Aucune convention. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut changer les conditions pour que cela se passe différemment, pour qu'il y ait finalement un espace où on peut vivre et où on peut évoluer avec convivialité, vraiment avec d'autres, mais il faut aussi que chacun ait sa chance. Vous ne pouvez pas demander à un pays, au détriment du respect de ses droits minimum, de respecter une convention pour ne pas troubler un autre pays. C'est quoi ça, mon Dieu? Et ces pays qui ont fait la guerre, les pays de l'Europe, vous oubliez? Alors, donc, on ne peut pas nous demander, nous qui demandons seulement, mon Dieu, d'avoir un pays où chacun puisse avoir les mêmes opportunités et on trouble la région. On ne trouble pas la région. C'est qu'il y a des conditions, il y a des forces qui nous empêchent d'évoluer vers cela. Oui. C'est ça la cause du problème. Oui, mais il y a d'autres pays qui ont des intérêts en Haïti. Alors quoi, je vais sauver les intérêts des autres pays et puis moi je me laisse crever? Je ne comprends pas ce que vous dites. Alors pardon, laissez-moi juste... Je ne prends pas la défense. Vous comprenez mal. Non, je ne comprends pas mal, mais je veux dire qu'à chaque fois... La trame de l'émission, non, je ne prends pas je vous parle de réalité. Par exemple, la France aujourd'hui a des ressortissants en Haïti. Non. Les États-Unis ont des ressortissants en Haïti. Vous avez dit ils ont, ces pays, des intérêts en Haïti. Aussi. Et ils doivent aussi protéger leurs intérêts en Haïti. Non, on n'a pas... Et il y a le droit d'ingérence, ce fameux concept inventé par Jean-François Revel, vous savez mieux que moi. Donc, l'ONU a ce droit d'ingérence. Non, écoutez, je n'ai pas encore parlé de la communauté internationale en tant qu'arbitre, comme je le vois. Okay? Mais je réponds surtout à la manière de vous poser le problème, parce que vous ne touchez aucun point qui concerne Haïti. La tendance, c'est de dire on est une menace pour la région, on ne respecte pas les conventions. Je veux vous dire que ceci ne peut pas se faire au détriment même de l'épanouissement de peuple. C'est ce que je veux dire. Et aucune convention ne demande cela. C'est un prétexte, si vous voulez, un slogan, un prétexte pour qu'Haïti reste dans l'état où Haïti se trouve, de dire qu'Haïti est une menace. En quoi nous sommes une menace pour la région? Je ne vois pas. Nous sommes en train ici, à l'intérieur du pays, de réclamer nos droits. Les plus pauvres, la majorité de ceux qui n'ont pas, ils disent nous devons maintenant pouvoir travailler, nous devons maintenant pouvoir aller à l'école, nous devons pouvoir avoir droit à la santé. En quoi nous menaçons la région? Ce qui est dangereux maintenant, c'est cette prolifération de gangs, par exemple. Parce qu'effectivement, il y a des armes qui circulent dans le pays et autant que je n'ai jamais vu ou que je n'ai jamais entendu reporter. Donc ça peut être dangereux, effectivement. Mais qui a armé ces gens? Il faut aller au fond des questions. Qui a donné l'argent à ces gangs qui se trouvent dans des bidonvilles? Des gens qui n'ont même pas de l'argent pour se nourrir convenablement. On les a armés à dessein. Donc c'est là qu'il faut toucher la plaie. C'est pas dans ce combat pour un respect des droits, pour un pays qui soit plus juste. Ce n'est pas dans ceci qu'on peut être dangereux. Maintenant, je pense que si la communauté internationale veut aider, c'est de servir d'arbitre. Et de contribuer, je pourrais dire, et de finalement accompagner Haïti dans la construction de son destin. Ce qu'on n'a pas toujours vu. Si on regarde, je me rappelle qu'au début, vous avez parlé des transitions qui se répétaient, etc. Ce qui se répète, surtout, c'est le joug de certains pays sur Haïti. C'est ce qui se répète surtout. Mais la transition que nous vivons aujourd'hui est différente de toutes les autres. Et on a vu déjà certains facteurs, on ne va pas recommencer là-dessus, qui montrent que cette transition est différente. Moi, je suis une personne positive de nature. Mais j'ai un défaut, peut-être. Mais tout le monde n'est pas comme vous. Je suis une personne entêtée, je peux dire, et déterminée quand il s'agit de mes convictions, quand il s'agit de ce en quoi je crois. Donc, vu le vécu que j'ai eu en Haïti, tout ce que j'ai vu pendant la dictature, j'étais déjà une adolescente quand
Bon, sous Duvalier, disons. Depuis ma petite enfance, je dois le dire, on a arrêté mon père sous Duvalier, j'avais 3 ans. Bon, bref, et j'ai quand même vécu des choses, j'ai lu des choses. Et je sens que ce qui se passe aujourd'hui est plus déterminant que tout ce qu'on a vécu. Et je pense que la communauté internationale, pour aider, doit se mettre aussi à l'écoute justement des revendications. Et c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure, pour vous dire que la communauté nationale ne serait pas juste de n'avoir que la préoccupation de voir qu'Haïti soit une menace. C'est ce qui s'est passé en 1804. N'empêche que nous avons fait la lutte libératrice la plus glorieuse de toute l'histoire du monde. Et on a vécu l'armée de Napoléon. Mais on a voulu écraser Haïti pour cela. Donc nous devrions rester esclaves. Ben, écoutez, on a été effectivement une menace. Du fait, on a été une menace et on a aidé Bolivar, on a aidé la Grande Colombie, Équateur, Venezuela et Colombie. On les a aidés à se libérer. Certainement, on a été dangereux. Mais c'était quoi pour construire un autre monde? Mais on a été une menace. Et là, j'ai même écrit un texte pour dire « Gouvernerons-nous la rosée ». Ce qui se passe en Haïti, qu'on enregistre d'ailleurs en Bolivie, en France, à travers des pays, à travers le monde qui réclament les mêmes droits que nous. Ne sont-ils pas dangereux, eux? Je me suis dit que Haïti a été l'un des premiers à commencer à dire, c'en est assez, nous voulons vraiment que le système change. Je me suis dit, est-ce qu'Haïti reprendra le phare de 1804? Mais ce n'est pas dans une mauvaise optique, dans une mauvaise perspective, c'est dans la perspective d'un nouvel humanisme, d'un monde nouveau, qui soit plus juste, qui donne à tous les hommes et à toutes les femmes la chance de pouvoir s'épanouir et de pouvoir vivre ensemble. Donc pour moi, le rôle de la communauté internationale, ce serait d'accompagner finalement Haïti, d'être arbitre. Bon, est-ce que c'est un rêve? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça le vrai, ou ce serait ça le vrai rôle de la communauté internationale, d'être à l'écoute de ce peuple et de l'accompagner. Est-ce que vous êtes pour le départ du président de la République? Je pense que là, mon avis ne compte vraiment pas. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'aurais pu avoir un désir profond et qui n'aurait aucun écho. Dans le moment où nous sommes, je pense qu'il faut surtout voir pays. Et ce que j'ai constaté, et nous avons constaté ceci, reprenez en tant que journaliste le nombre de textes à dire au président de la République, vous ne pouvez pas partir. Ce n'est pas Ginette Cherubin, ce n'est pas Georges Allen. Et même si on aurait désiré le plus profond de notre cœur, quel impact ça pourrait avoir? L'essentiel maintenant, c'est de se mettre à l'heure du moment et de suivre la marche de l'histoire. Nous sommes dans un moment où on dit, la majorité des gens ils disent c'est assez en Haïti. C'est ce qui est important. Et on pense que le président de la République et ceux qui l'entourent ne répondent pas, je pourrais dire, aux critères et comment je pourrais dire là, disons, au potentiel. Ils n'ont pas ce qui devrait permettre de relever ces défis-là qui s'imposent à nous maintenant. Je pense que c'est ainsi qu'il faut le voir et ne pas considérer le président de la République en lui comme un ennemi ou son équipe comme un ennemi. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur de gérer ce qui s'impose à eux. Dommage que ça arrive maintenant et que ça leur tombe en pleine figure. Parce que ça pourrait être Préval qui serait là, ça pourrait être Aristide qui serait là, ça pourrait être, je ne sais pas, n'importe qui du secteur politique et Edmond Supplice-Bozil. Mais écoutez, c'est le moment qui est arrivé. Ce volcan bouillonnant, maintenant, il s'est réveillé. Et là, il faut pouvoir avoir le potentiel de gérer cette crise. Je pense que cette équipe n'a peut-être pas ce potentiel, et c'est pourquoi, vous venez de le dire, rien n'est gouverné maintenant. Et on avance vers le chaos. C'est ça, mon avis. Et j'insiste aussi sur le point de la corruption, parce qu'on n'a jamais vu la corruption avoir cette dimension dans le pays. Elle a existé. Et depuis toujours, la corruption existe à travers le monde. Mais et dans un pays comme Haïti, les fléaux tels que la drogue et justement la corruption et le néotrafic et tout ça, quand ils atteignent d'autres pays qui ont des institutions plus fortes, il y a une manière de les gérer. Quand ils arrivent en Haïti, où on n'a pas d'institutions, où l'État est faible, ceci prend une autre dimension. Par rapport aussi à toute la pauvreté et à tout ça. Donc voilà, c'est ce qui arrive. C'est un défi énorme. Et l'opposition, là, même si l'opposition arrive à ses fins, départ de Jovenel Moïse, mise en place d'un gouvernement de transition de rupture, et tout ça avec une feuille de route, bon, on espère qu'ils seront même à la hauteur de pouvoir gérer aussi. Parce que c'est difficile. Le moment est vraiment difficile. Une transition pour quelle durée, selon vous?
pour pouvoir résoudre la crise structurelle qui vous préoccupe tant? Ah non, la transition ne résoudra pas la crise structurelle. La transition posera les jalons pour la résolution de la crise structurelle, si elle se fait comme il se doit. Quelle durée? Bon, moi j'avais toujours eu en tête entre 2 et 3 ans, mais il me semble que la tendance est de prendre comme deadline la date du départ du président, on dirait. Vous avez remarqué ça? Qui nous met quand même à 2 ans et pic, non? Oui. Près de 3 ans, donc c'est à peu près dans la marge. Mais je n'ai pas le secret des dieux, je ne sais pas si ça suffira, mais raisonnablement, il me semble que 2 à 3 ans pourraient aider à poser ces jalons avant les élections. Mais ces jalons, il faut les poser vraiment. Il faut que vraiment, tout ce que dit l'opposition, enfin la table de concertation opposition, secteur de la société civile, que ceci se passe vraiment tel que ce sera décrit dans les feuilles de route. Parce qu'ils disent que c'est la dernière transition, mais la condition est que justement ce soit les bons jalons qui soient posés. Et ce sera le mot de la fin. Merci, Madame Chérubin. Merci beaucoup à Métropole et merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont entendu. Bonne chance à Haïti, quoi. On va dire bonne chance à la renaissance d'Haïti. Vous êtes optimiste? Je le suis, il faut l'être. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés pour la suite de la programmation. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.